Donc, en premier lieu, merci à tous ceux qui sont présents sur le webinaire. On pense que ce webinaire va vous être très utile, que vous soyez entrepreneur, gérant de start-up ou de PME, ou directeur financier d'une d'entre elles. Merci au village avec qui on fait ce webinaire assez exceptionnel. On essaie d'être, le village et Agicap, assez réactif au cœur de vos problématiques, et c'est pour ça qu'on a pensé que ce webinaire au sujet de la gestion de trésorerie pouvait être utile. Donc merci à vous. Pour commencer, petite introduction sur qui nous sommes. Donc Agicap, on est une start-up lyonnaise qui avons 4 ans d'existence aujourd'hui et qui aidons les entrepreneurs au sens large à simplifier leur suivi de trésorerie. Donc en gros, à gagner en sérénité en connaissant à tout moment leur atterrissage de trésorerie à horizon 1 semaine, 1 mois, 3 mois, pour avoir la sérénité d'une trésorerie toujours maîtrisée. Donc, on a développé un logiciel et un ensemble de services qui aident les entrepreneurs à gérer sereinement leur trésorerie. Donc voilà, aujourd'hui, au programme aujourd'hui, on va s'intéresser justement au contexte actuel, contexte de crise que vous savez brutal et assez exceptionnel. Et on va s'intéresser à, premièrement, l'impact sur votre gestion de trésorerie. Qu'est-ce que ça veut dire cette crise quant à la manière que vous devez avoir de gérer votre trésorerie? Quels sont, dans un deuxième temps, les scénarios au sens quelles sont les hypothèses que vous devez faire évoluer, que vous devez faire ajuster sur votre prévisionnel de trésorerie pour rendre compte le plus réalistiquement possible de ce qui pourrait se passer et afin de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et enfin, dans un troisième temps, on essaiera de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir et que vous posez, qui, on le voit tous les jours, sont assez nombreuses dans ce webinaire. Donc voilà pour le programme. Comme il a été dit, il y a 3 intervenants, donc moi-même et Sébastien, qui sommes les cofondateurs d'Agicap, et Justine, qui est notre experte sur tous les dispositifs qui sont qui sont annoncés par Bercy, qui sont nombreux, qui s'actualisent un petit peu tous les jours et qui est à même de vous répondre sur les questions que vous vous posez quant à ces dispositifs et leur impact direct sur votre trésorerie. Bonjour. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien pour faire une petite introduction, rappeler le contexte dans lequel on se situe tous et qui impose fortement de veiller à sa trésorerie. Bonjour à tous, merci Clément pour pour ce passage de relais. Alors, pour vous faire une rapide introduction sur ce webinaire, je vais rien vous apprendre pour démarrer, mais la crise qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une crise qui est sans précédent, à la fois par son ampleur, par sa soudaineté et par l'incertitude qu'elle engendre. Pourquoi ça? En fait, comme vous vous êtes rendu compte, l'économie et au-delà de la crise sanitaire, c'est toute l'économie qui s'est figée, qui s'est arrêtée du jour au lendemain avec le confinement d'une grande partie de la population. Certains secteurs étant plus touchés que d'autres, qui sont même soumis à fermeture administrative, c'est le cas des restaurants, des hôtels, des salles de concert, etc. Donc, il y a une crise en tout cas avec un impact très soudain sur les entreprises. C'est une crise qui également est mondiale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est touché directement ou indirectement. On a aujourd'hui à peu près de la moitié de la population mondiale qui est confinée, donc d'une ampleur encore jamais vue. Et dernière chose qui fait que cette situation est assez inédite, exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable d'en prédire sa durée. On n'est pas capable de prédire la durée du confinement. Aujourd'hui, le confinement en France était prévu pour 2 semaines. Il est probable, comme le demande le comité scientifique, que ça dure plus longtemps. On parle aujourd'hui de 6 semaines. Si on regarde ce qui s'est passé en Chine, c'est plutôt de 2 mois et demi dont on parle, avec des mesures qui ont été prises encore plus rapidement. Donc voilà, on ne sait pas combien de temps le confinement va durer. Et au-delà du confinement, ce qui est possible, ce qui s'annonce, c'est qu'une crise économique va suivre à cette crise sanitaire
Et ça génère une grosse incertitude. Donc, dans ce contexte-là, ce qui nous semble indispensable de faire, c'est de prévoir le pire, de se préparer au pire, en tout cas, tout en espérant qu'il n'arrive pas. Et dans cette situation, ce qui nous semble, c'est qu'aujourd'hui, aucun scénario, aucune solution n'est à exclure par vous qui êtes entrepreneur, dirigeant. Des solutions qui pouvaient paraître exotiques hier ne le sont plus aujourd'hui. Et ce qui est sûr, c'est qu'une posture attentiste n'est pas envisageable. Et donc, dans cette situation qui génère beaucoup d'incertitude, de stress, ce qui nous semble être la clé pour sortir par le haut, ou en tout cas pour déjà ne serait-ce que survivre à cette crise, c'est de prévoir, de suivre, d'être informé pour ensuite pouvoir prendre les bonnes décisions. D'où l'objet de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à prévoir, à anticiper ce qui pourrait se passer pour vous permettre de prendre les bonnes décisions en temps réel. Alors, quand on dit prévoir, l'intérêt, c'est pas forcément l'objectif ici, c'est pas forcément d'avoir les prévisions qui soient le plus précises possible, mais vraiment d'anticiper ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. Et finalement, tout en étant très content si cela ne se passe pas. Alors, la méthode qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de repartir plutôt de votre dernier prévisionnel de trésorerie, celui que vous aviez déjà mis en place avant la crise, avant la crise sanitaire. Si ce n'est pas le cas et que vous avez du mal à initier vos prévisionnels de trésorerie, n'hésitez pas à nous solliciter par ailleurs. On peut vous aider à faire ça. On a nos experts qui sont à disposition pour vous aider là-dessus. Donc, on va repartir de votre précédent prévisionnel de trésorerie. Deuxième chose, dans la méthode, on vous propose d'adapter, d'essayer d'évaluer l'impact de cette crise sanitaire, de la crise économique sur vos revenus dans un premier temps, pour savoir est-ce que ça va baisser de 50, 70% de votre activité, 100% si vous êtes un restaurant et que vous devez fermer. Dans un troisième temps, on vous montrera comment appliquer les mesures de réduction des coûts pour essayer de tenir le plus longtemps possible dans cette période d'hibernation. On pense ici au rééchelonnement de prêts, au décalage des charges URSSAF, au gel de certaines dépenses pendant le marketing. Et sur cette base-là, qui pourra devenir votre nouveau scénario central, celui que vous pourrez mettre à jour quotidiennement, hebdomadairement, en fonction de la réalité. Chaque jour, il y a de nouvelles informations qui tombent. Sur cette base-là, on vous montrera comment faire des scénarios un peu plus avancés. Si je parviens à obtenir un financement à hauteur de 300 000 €, si je mets en place le chômage partiel pour une partie de mes équipes, pour une plus grosse partie de mes équipes, etc., etc. C'est la démarche qu'on vous propose. Et pour ce faire, on vous propose de le faire sur la base de l'outil Agicap qui est fait pour ça, qui permet de construire des prévisions de trésorerie. Sachez que l'outil ici n'est pas du tout indispensable. Si vous avez déjà un prévisionnel de trésorerie qui tourne sur Excel, vous pourrez tout à fait adapter les conseils, la méthode qu'on vous propose ici sur Excel. Et si vous avez du mal à le faire sur Excel, vous pouvez aussi nous solliciter. On a des modèles Excel gratuits à disposition. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour cela. Clément, je te repasse la main pour mettre en place et montrer comment on met en place les prévisions de trésorerie. Ok, donc là c'est le moment de transfert de page, ça s'est bien passé. Donc comme l'a dit Sébastien, pas de panique si vous n'avez pas Agicap. Ce qu'on va vous montrer ici, c'est absolument réplicable sur vos Excel. C'est la méthode qui prévaut. Juste en termes de restitution graphique pour pas que les gens soient perdus. Donc là, on est sur l'interface Agicap, l'interface principale. La ligne bleue représente l'évolution de la trésorerie à venir. Je vais réduire cela. Tous les encaissements que vous allez avoir sont représentés par les colonnes vertes. Tous les décaissements sont représentés par les colonnes rouges. Donc, dans un mois donné, vous voyez, au mois de mars, lorsqu'on a moins d'encaissements que de décaissements à venir, on a une trésorerie qui diminue avec un atterrissage moindre en fin de mois. Ça, j'imagine que si vous n'avez pas le graphique, ce qui doit être commun sur votre Excel, c'est sûrement cette partie-là, à savoir un tableau qui reprend sur la partie haute toutes vos natures d'entrée d'argent, sur la partie basse, toutes vos sorties d'argent. Et cela par catégorie d'encaissement ou de décaissement qui font sens suivant le secteur d'activité dans lequel vous êtes, chacun, et vos natures d'entrée et sortie. Donc,
comme l'a dit Sébastien, l'objectif, c'est pas de savoir ce qui va se passer parce que personne ne le sait aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est d'être le plus conservateur possible quant à modéliser le pire des cas en fait. Donc ce qu'on vous propose, c'est sur votre scénario central, déjà dans un premier temps, c'est d'agir sur vos revenus. Donc, agir sur vos revenus, ça veut dire, je vais appuyer sur ce bouton à droite, saisie des objectifs, qui me permet de modifier mes budgets futurs. Ça veut dire que pour les prochains mois, vous allez réduire de manière drastique vos ventes, vos encaissements prévisionnels. Donc là, à partir du mois d'avril, moi, je vais diminuer mes ventes et je vais considérer que je ne fais plus qu'un tiers de mes ventes. Donc sur une société qui fait à peu près 100 000 euros d'encaissement mensuel, je vais projeter du coup ces ventes prévisionnelles de 30 000 euros à tous les mois. Pour le mois de mars, je vais considérer que je ne vais pas vendre plus que ce que j'ai déjà vendu à date. Donc je vais maintenir un budget de 40 000 euros. Alors, vous voyez, vous avez compris, cette première étape, encore une fois, celle-là, elle est vraiment propre à chacune de vos activités, selon vos secteurs d'activité, selon vos cycles de vente, selon aussi votre localisation géographique, vous serez plus ou moins durement touché. Encore une fois, la logique ici, c'est pas d'être le plus précis possible, à la fois sur la durée de la crise et sur l'impact de la crise, mais vraiment d'être le plus conservateur possible en me disant bah, si jamais j'arrive pas à faire de vente additionnelle, là on a 2 semaines un peu d'historique en confinement. Dans ces conditions-là, combien je pense raisonnablement pouvoir vendre sur une période de confinement qui est limitée. Si vous n'avez aucune idée de la manière de projeter ça et si vraiment vous deviez faire des projections sans le savoir, on vous recommande vraiment d'être plutôt plus conservateur que moins. C'est-à-dire, quitte à mettre 0 dans les ventes à venir, si vous n'avez vraiment aucune visibilité de ce que vous pourriez faire, il vaut mieux à chaque fois avoir une bonne surprise, vendre plus que vous aviez prévu, plutôt que d'avoir des objectifs ici qui sont trop ambitieux et finalement se retrouver en deçà. Donc, dans mon cas de figure, en appliquant, vous voyez, une baisse de 70% de mes revenus sur une période indéterminée, je me retrouve à analyser que ma trésorerie va aller dans le négatif au mois de mai, vers le 15 mai, avec un atterrissage à moins 50 000 euros à la fin du mois de mai. Donc ça vous donne une première analyse suivant votre coussin de trésorerie respectif à chacun sur, OK, dans ce cas-là, où est-ce que j'atterris à un point bas. Deuxièmement, au niveau de vos charges, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer, comme l'a dit Sébastien, toutes les leviers que vous savez qui ont tous les leviers assez certains qui ont un impact direct sur votre trésorerie. Donc, il y en a trois qui sont quasi certains. En premier lieu, on va retrouver l'URSSAF. Donc là, je descends au niveau de mes charges. Au niveau de mes rémunérations, vous voyez qu'il y a des sous-catégories dans mon cas avec la projection des salaires nets de mes équipes, l'URSSAF, le retraite. Donc, au niveau de votre catégorie URSSAF, dans mon cas ici, je paye 15 000 euros tous les mois. Je vais au niveau du mois d'avril. Vous savez que vous avez sûrement entamé ces démarches. Vous pouvez geler le paiement de l'URSSAF pour les 3 prochains mois. Donc, avril, mai, juin, je vais enlever les paiements relatifs à l'URSSAF. Pour le mois de mars, vous l'avez ou pas déjà payé. Vous avez la possibilité, si vous l'avez déjà payé, de demander un rejet de prélèvement auprès de votre banque. Donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller bancaire. Dans mon Ou exemple alors ici, je vais directement de demander à l'URSSAF de vous faire rembourser. C'est également une possibilité. Si vous avez déjà payé l'URSSAF, vous pouvez demander effectivement un remboursement de la part de l'URSSAF ou rejeter simplement le prélèvement si c'est payé par prélèvement. C'est acquis par l'URSSAF. Petit point d'attention par rapport à ça, sur ce qu'a fait Clément ici, il a donc supprimé en termes de trésorerie la sortie d'argent pour avril, mai, juin. Attention, c'est un gel des dépenses de l'URSSAF. Ça ne veut pas dire que ces cotisations sociales, cotisations patronales, vous n'allez pas les payer. Ça veut simplement dire que ça va être reporté plus tard. Alors, à date, on ne sait pas encore comment ça va être lissé. Il y a des demandes, des syndicats patronales qui demandent à ce que ce soit étalé sur plusieurs années. Aujourd'hui, on n'a pas le résultat exact. Donc, 2 possibilités ici. Soit vous dites simplement, bah, moi, je vais supprimer les dépenses URSSAF en termes de trésorerie sur les 3 prochains mois
et je les remets, par exemple, je vais les relisser à partir du mois de juillet. Soit vous êtes là-dessus un peu moins conservateur en disant bah, je les paierai quand je pourrai. Là, je suis dans un scénario très défavorable où j'ai projeté une baisse de revenus significative sur longtemps. Je rembourserai l'URSSAF qu'un petit peu plus tard. L'URSSAF, ça fait probablement partie des leviers sur lesquels vous pourrez avoir des facilités, des décalages de paiement, en tout cas en termes de trésorerie. Deuxième levier à actionner, que vous avez sûrement actionné, c'est couper toutes les dépenses sur lesquelles il y a une certaine flexibilité. Donc en premier lieu, toutes les dépenses marketing et tous les coûts que vous savez réductibles assez facilement. Donc là, dans mon cas ici, j'ai des dépenses marketing avec des salons, des pubs à communication divers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes dépenses relatives à mon salon pour cette année. Les pubs, idem, je vais réduire mes coûts à zéro. Et pour ma communication, idem, je vais réduire mes dépenses assez drastiquement. Donc attention sur cette partie-là, on a pris l'exemple de dépenses marketing, mais il y a probablement d'autres dépenses que vous pouvez réduire. Attention, toutes les factures fournisseurs qui vous ont déjà été émises sont dues. Donc vous ne pouvez pas simplement dire j'arrête de payer mes fournisseurs. À ce niveau-là, en tout cas, vous ne pouvez pas les mettre devant le fait accompli. Et le gouvernement a même fait une intervention par rapport à ça. L'idée, c'est que ça ne fasse pas effet boule de neige au sein de toute l'économie. Si vous-même ne payez pas vos fournisseurs, qui ne payent pas leurs fournisseurs, ça fait effet boule de neige. Globalement, la logique par rapport à ça, c'est dans la mesure du possible, essayer de payer les dettes, ce que vous devez à vos fournisseurs. Si jamais vraiment vous ne pouvez pas, essayer de privilégier des fournisseurs qui sont plutôt plus gros, essayer de voir avec des gros fournisseurs si vous ne pouvez pas avoir des facilités de paiement, étaler le paiement dans la durée, en essayant de payer si possible dans les temps, les plus petits fournisseurs, ceux qui sont également le plus stratégiques pour vous parce que s'ils se retrouvent à faire faillite, bah, c'est aussi à la fois une forme de responsabilité, mais vous une perte de vos côtés d'un fournisseur qui serait stratégique. Donc voilà, les dettes que vous avez, vous êtes encore supposé les payer. Enfin, dernier levier, pour ceux qui ont des prêts, des remboursements de prêts, l'annonce a été assez récente. La possibilité de rééchelonner vos emprunts, vos remboursements d'emprunts à dans un an. Donc là, dans mon Ok, non, cas, là, c'est pas encore dans un an. Sur le rééchelonnement des prêts bancaires, vous avez la possibilité de simplement en contactant votre conseiller bancaire ou la BPI de rééchelonner vos prêts. A 6 priori, mois du plutôt pour coup. une durée de 6 mois. Voilà, Oui. c'est sur une durée de 6 mois. Sur simple demande, ils acceptent assez facilement. Je crois que la BPI a même préempté cela. Automatique, ouais. Ok, non, effectivement, pardon, je me mélange avec les financements. Donc voilà, ça c'est 3 leviers concrets qui peuvent avoir un impact très rapide sur votre trésorerie. Donc dans mon cas ici, vous voyez, j'ai gagné 1 mois de vie en cash puisque je me retrouve avec un point bas fin juin alors que j'avais un point bas à mi-mai. Donc ce faisant, vous voyez instantanément le nombre de semaines que vous avez gagné en cash. Sur ce scénario maintenant qu'on estime être le scénario central, vous allez pouvoir faire des scénarios pour essayer de voir avec quel levier, en actionnant d'autres leviers, comment vous pouvez passer la crise, l'idée étant de survivre à cette crise. Donc on va faire un premier scénario où on va augmenter les charges, enfin on va diminution des coûts plus. Donc, je vais créer un scénario. Donc là, l'idée, ça va être de jouer sur d'autres leviers d'action au niveau de mes charges. Donc, 3 leviers une nouvelle fois. Vous avez le loyer. Ce qui a été annoncé, c'est que vous avez la possibilité de gré à gré de demander un gel du paiement de votre mensualité. Donc, dans ce cas précis, idem, je vais geler le paiement de mes 3 prochains loyers. Donc, si vous êtes là-dessus une micro-entreprise au sens européen du terme, c'est-à-dire que si vous faites moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, qu'il y a moins de 10 personnes salariées dans l'entreprise, vous pouvez de manière quasi
vous pouvez demander effectivement un gel de vos loyers qui doit vous être qui doit être accepté assez facilement. Et vous pouvez également geler les paiements d'électricité et de gaz sur simple demande. Pour le loyer, c'est un petit peu plus compliqué qu'une simple demande. Soit votre bailleur, c'est un institutionnel, une banque, un bailleur social, et auquel cas, vous ne devriez avoir aucun mal à obtenir ce gel de loyer. Si c'est un particulier, ou en tout cas un privé, un bailleur privé, on vous invite, c'est de la négociation gré à gré. Par contre, le gouvernement a insisté que pour les petites entreprises, ça doit vous être accordé, et même du point de vue du bailleur, il vaut mieux que vous le payiez avec un petit peu de retard, que vous rééchelonnez le paiement, plutôt que vous faites faillite et qu'il se retrouve sans locataire derrière. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin en termes de trésorerie pour essayer d'aller gagner quelques semaines en plus, c'est de voir si vous pouvez rééchelonner vos paiements de loyer. Pour l'électricité et le gaz, c'est plus automatique si vous rentrez dans la catégorie des petites entreprises. Ça va être la même éligibilité que pour le fonds de solidarité dont vous avez peut-être entendu parler. Donc, c'est vraiment les entreprises les plus touchées, comme dit Sébastien, les plus petites entreprises. Normalement, les deux fonctionnent sur la même base d'éligibilité. Loyer, EDF et paiement des retraites, avec la possibilité de vous rapprocher aussi de votre caisse pour pouvoir geler. Alors dans mon cas ici, je paye ma retraite au trimestre, geler mes prochaines mensualités ou trimestrialités de la même manière. Donc pour le paiement pour la caisse des retraites, donc là c'est par exemple la retraite complémentaire que vous versez pour les cadres. Il n'y a rien qui est systématique. Par contre, ça fait partie des choses que vous devriez être en mesure de décaler. Souvent c'est un paiement qui est trimestriel. Rapprochez-vous de la caisse de retraite pour demander un rééchelonnement. C'est une mesure qui peut être activée sur la trésorerie. Ce qu'on n'a pas modélisé à ce stade dans ce modèle-là, mais sachez que ça peut être aussi un levier, c'est les assurances. Si jamais vous avez des cotisations d'assurance, la Fédération des assurances s'est engagée sur le fait que si jamais, même si vous arrêtez de payer vos cotisations, si vous suspendez le paiement des cotisations, vous serez toujours couvert. Alors c'est peut-être à activer en dernier recours, mais ça peut permettre, si jamais vous avez besoin de ces sommes-là, de gagner aussi un petit peu de trésorerie. Sachant qu'encore une fois, tout ce que vous décalez jusque-là, c'est vraiment un impact sur votre trésorerie. Ce n'est pas de l'argent que vous économiserez, mais ça doit vous permettre de passer le trou, la période pendant laquelle vous n'avez pas ou très peu d'activité. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez aussi, en fonction de l'impact que ça génère sur votre trésorerie, créer un deuxième scénario qui est un scénario dans lequel vous allez chercher un financement. Donc là, on va modéliser l'impact d'un financement bancaire sur la trésorerie. Donc vous l'avez vu, le gouvernement a mis en place pas mal de dispositifs, notamment par son bras armé, la BPI, pour aller chercher des financements. Dans le cas présent ici, je vais modéliser l'accès à un financement à partir du mois de juin, parce qu'on est sur une vision de trésorerie, donc c'est à partir du moment où l'argent est sur les comptes en banque. C'est assez conservateur, mais au regard de l'afflux et des volumes de demandes, on pense que ce n'est pas du tout à exclure que les financements soient obtenus à cet horizon-là. Donc, je vais modéliser un financement dans une catégorie que j'ai appelée financement bancaire de l'ordre de 200 000 euros. Là, Sébastien, peut-être que tu peux ajouter quelques précisions sur le montant. Concernant ce financement, il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites. La dernière date du début de semaine. Donc, les banques et la BPI et l'État ont mis en place une nouvelle mesure qui s'appelle du coup le prêt garanti par l'État, que vous pouvez demander directement auprès de votre banque habituelle. Vous pouvez faire une demande ou plusieurs demandes et ensuite choisir parmi vos banques. En fait, c'est un prêt qui est très avantageux, un prêt de trésorerie. En termes de montant, il s'élève soit à 25% du chiffre d'affaires 2019, soit dans le cadre des sociétés innovantes, des startups ou des entreprises, enfin, sociétés innovantes ou des entreprises qui ont été créées après le 1er janvier 2019, il va s'élever à 2 fois votre masse salariale de 2019. Donc, c'est des montants qui peuvent être significatifs. Et sous ces montants-là,
vont être accordés de manière facilitée dans la mesure où il y a une garantie. Donc, c'est un montant qui va être prêté directement par votre banque habituelle, mais avec une garantie de l'État à hauteur de 90%. Ça veut dire que le risque pris par la banque est limité d'une part, et d'autre part, ça veut dire que vous n'aurez pas à être caution personnelle sur ce financement. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur, ça peut vous soulager. Donc, premier point, c'est un montant quasiment garanti jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière pour ceux qui ont plus d'un exercice. Deuxième chose, un taux qui va être avantageux. Il parle ici d'un taux d'intérêt 0,25%, donc c'est vraiment très avantageux. Et troisième point très important pour la trésorerie, un différé de remboursement d'un an. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez faire votre prêt ici. Dans notre cas, on l'a modélisé une entrée d'argent en prêt en juin 2000. En juin de cette année. Et ensuite, deux possibilités. Soit vous remboursez la totalité dans un an, donc ici en juin 2021, soit dans un an, vous avez la possibilité d'étaler le remboursement de ce prêt sur une durée de 3, 4, 5 ans. Donc en termes de trésorerie, c'est vraiment très avantageux. Je vois déjà parmi les questions qui ont été posées de personnes qui disent moi, je ne suis pas encore aujourd'hui en difficulté de trésorerie. Est-ce que je dois avoir recours à ce prêt? Notre conseil, c'est de se dire personne ne connaît la durée de la crise, à moins que vous êtes vraiment large en trésorerie. Essayez au maximum de sécuriser votre trésorerie, d'aller rechercher du financement. Tout le coussin que vous pourriez avoir en plus, si encore une fois, vous êtes touché par cette crise sanitaire, par cette crise économique qui pourrait s'en suivre, va vraiment vous permettre d'être plus tranquille sur la suite et de passer la période difficile. N'attendez pas d'être dans le rouge pour faire cette demande de financement. C'est le premier point. Et deuxième point, attention, donc c'est un dispositif qui sera largement facilité, donc ce sera plus facile de l'obtenir, mais vous passerez quand même en comité, donc ce n'est pas garanti à 100%, notamment pour les entreprises qui pourraient avoir déjà eu des refus de prêt. Voilà, c'est pas faites la demande le plus tôt possible, au moins vous serez fixé sur le fait que vous y soyez bien éligible. Donc là, vous voyez, impact significatif sur ma trésorerie. Ce prêt-là me permet de passer la période de confinement et même l'été. Et du coup, quand bien même mes revenus continuent à être bas, puisque la crise sanitaire peut être suivie d'une crise économique, je tiens jusqu'à la fin d'année comme cela. Enfin, dernier scénario qu'on vous propose de modéliser, c'est un scénario, vous en avez pas mal entendu parler, du dispositif du chômage partiel, qui est pour nous un scénario qu'on met en troisième lieu de par l'incertitude relative au niveau d'acceptation sur les dossiers, puisque aujourd'hui, il y a certains critères d'éligibilité, mais la directe, on sait, a déjà refusé quelques dossiers. Donc, à la fois la période de remboursement de l'État n'est pas encore définie, et l'éligibilité même de chacune des sociétés va être soumise à des contrôles a posteriori de l'acceptation des dossiers en ligne. Donc, dans ce cas précis, ce que je vous propose, en fait, c'est de modéliser. Alors, au niveau de mes rémunérations, j'ai des salaires nets pour 30 000 euros mensuels. Donc, je vais prendre l'hypothèse que 50%, je mets 50% de mes effectifs au chômage. Donc, sur la base de 15 000 euros, je ne vais payer que 84% du salaire net. Donc, à partir du mois d'avril, je vais dépenser 27 500 euros et plus 30 000. Dis-moi, Sébastien, si je dis une Voilà. bêtise. Peut-être avant de parler de la modélisation, juste simplement pour rappeler comment fonctionne le dispositif de Ouais. chômage partiel. Si jamais vous avez une forte baisse de votre activité, voire même que vous devez fermer, vous êtes un restaurant, que vous devez fermer votre établissement pendant une durée limitée, le gouvernement a renforcé, c'est un dispositif qui existait déjà auparavant, donc le dispositif de chômage partiel. Lorsque vous mettez les gens au chômage partiel, ça peut être effectivement partiellement en termes de temps, mais ça peut être aussi à temps complet sur une durée limitée. Donc, toutes les heures qui seront chômées seront
partiellement prises en charge, seront prises en charge par l'État. Donc, si vous mettez un salarié en chômage partiel, par exemple, la moitié de son temps, salarié qui était aux 35 heures, vous mettez la moitié de son temps au chômage partiel, sur cette moitié de son temps, vous allez le payer non pas 100% tout de suite, mais vous allez le payer plus que 84% de son salaire. Donc, quelqu'un que vous metteriez en chômage partiel sur tout le mois d'avril et qui gagnait je sais pas, 2000 euros, vous allez payer à la fin du mois non pas 2000 euros, mais 84% de 2000 euros. Ça, c'est ce que vous payez tout de suite. Et après, en impact de trésorerie, lorsque a posteriori, l'État va vous rembourser ce montant de chômage partiel. Sous un mois en théorie. Nous, ce qu'on vous invite plutôt à modéliser, c'est un remboursement de l'État sous 2-3 mois, compte tenu du volume de demande qui est faite. Il vaut mieux être conservateur aussi sur cette chose-là. Donc, vous mettez les gens, la procédure, c'est vous faites une demande, si possible, en amont de chômage partiel auprès de la directe. Il y a une nouvelle... les règles ont été clarifiées cette nuit ou hier soir, une nouvelle ordonnance du ministère du Travail qui dit que si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, ça vaut acceptation. Ensuite, à la fin du mois, lorsque vous déclarez vos payes, vous allez déclarer le volume horaire, combien de temps vos salariés et quels salariés ont été mis en chômage partiel. Vous ne les payez du coup qu'une partie de leur salaire, donc 84% pour la partie qui est faite en chômage partiel. Et c'est a posteriori que vous allez être remboursé par l'État potentiellement sous 1, 2, 3 mois. Dernière chose, faites très attention avec ce dispositif et c'est pour ça qu'on l'a mis en dernier scénario. C'est que c'est un dispositif qui peut vous être refusé à la fois a priori mais aussi a posteriori. Le ministre des Comptes publics a vraiment insisté sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'effet d'aubaine à cette crise et que des contrôles seront faits a posteriori. Donc les gens qui, pour bénéficier, pour avoir le droit de mettre en place le chômage partiel, soit vous êtes dans le cas d'une fermeture sanitaire, dans ce cas-là, vous y êtes automatiquement éligible. Si ce n'est pas le cas, attention, vous avez simplement une baisse d'activité, essayez de rassembler le maximum de preuves de cette baisse d'activité. Ça peut être si des prospects vous disent non, des clients vous disent non, là je ne peux pas, je reporte, etc. Gardez les mails, gardez les éléments pour justement monter un dossier qui, derrière, en cas de contrôle, permet de justifier que le chômage partiel est bien justifié dans votre cas. Donc voilà pour les 3 scénarios qu'on vous propose de faire. Alors dans Agicap, vous pouvez superposer ces scénarios pour voir du coup en fonction des hypothèses que vous modifiez, que vous calibrez, l'impact sur votre trésorerie. Ça vous permet d'appréhender votre risque. Et deuxième intérêt, c'est que Agicap est connecté avec vos comptes bancaires. Du coup, votre prévisionnel de trésorerie vit de manière autonome au jour le jour et vous voyez l'avancée de votre budget par rapport avec votre budget au quotidien. Ce qui est plus fastidieux sur Excel puisqu'il faut mettre à jour le réel à la main. Mais encore une fois, si vous avez monté un Excel qui fonctionne bien et avec lequel vous êtes très familier, l'enjeu ici est de vous aider à modéliser vos hypothèses le plus simplement possible. Voilà pour les différents scénarios et les différents ajustements sur vos prévisions de trésorerie qu'on souhaitait vous montrer et vous partager quant à notre conviction de ce qu'il faut faire. Donc, vous l'avez compris, plutôt appréhender le pire, être plutôt très conservateur, voire, entre guillemets, pessimiste, mais au pire des cas, on aura une bonne surprise. Vaut mieux être conservateur lorsqu'il s'agit de prévoir votre trésorerie. Pour conclure sur ce webinaire, sachez qu'on a mis en place un Slack justement pour que tous les donc un chat, une communauté en ligne d'entraide entre les entrepreneurs où chacun du coup partage ses bonnes pratiques quant à la gestion de trésorerie et nous-mêmes en fait on met à jour tous les jours les nouveaux dispositifs et on donne des applications concrètes sur le suivi de trésorerie. Donc, si ça intéresse la communauté, on partagera le Slack auprès de ceux qui sont intéressés et on vous transmettra le lien. Donc, voilà pour la petite conclusion. Je ne sais pas si Justine ou Sébastien, vous avez des choses à rajouter. Non, je pense qu'on peut passer à la partie questions-réponses. Parfait. Super. Alors, du coup, on a une question de Caroline Léger.
qui demande sur quelle durée vous conseillez, nous, d'impacter le chiffre d'affaires à la baisse. Alors, c'est une très bonne question. En fait, on n'est pas. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent être faits avec plusieurs modularités de l'impact à la baisse. Nous, notre recommandation, c'est de dire, on ne sait pas combien de temps va durer, la crise sanitaire d'une part, et d'autre part, on ne sait pas combien de temps va durer ensuite la crise économique. Et une des manières de faire, celle qu'on préconise, c'est de se dire, prévoyons le pire. Donc, prévoyons une baisse de chiffre d'affaires qui est durable. Et sur cette base durable, essayons de voir combien de temps on peut tenir. L'objectif ici, ce n'est pas de faire un business plan que vous présenteriez à des investisseurs sur une durée indéterminée. L'objectif de ce prévisionnel-là, c'est même pas de le montrer à votre banquier. C'est vraiment pour vous de vous dire, moi, combien de temps je tiens en période de crise. Et donc, dans ces conditions, nous, le scénario central, c'est le scénario que nous, on modélise, par exemple, dans notre situation, qu'on invite nos clients à modéliser, c'est par exemple de tabler non pas sur 1 mois, mais sur 3 mois de confinement, et ensuite de modéliser une crise financière longue. Je crois, encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite et on serait vraiment ravis de se tromper dans nos prévisions. Ce n'est même pas le scénario central, mais c'est un peu le scénario auquel il faut se prévoir, qu'il faut prévoir. Vaut mieux avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Parce que là, on parle derrière de crise économique qui est longue. Il y a pas mal de références qui sont faites avec la crise de 2008. Ce qu'on pense plutôt, c'est que l'ampleur de la crise sanitaire fait que la crise économique qui pourrait s'en suivre ressemblerait plus à la grande dépression de 1930 plutôt qu'à la crise de 2008. Donc, il faut potentiellement prévoir ensuite économiquement une crise qui est longue, qui impacte par contre différemment chacun de vos business. Super, merci beaucoup Sébastien. Je sais que tu as abordé ce point tout à l'heure. En revanche, on a la question de Justine, si on peut la rappeler pour les autres spectateurs, qui est donc, lorsqu'on est sur une vente de produits et qui est en recherche et développement, les défauts de trésorerie ne sont pas tout de suite, mais la recherche et le développement et le lancement du produit vont prendre 6 à 12 mois de retard, j'imagine, pour d'autres startups beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'il faut tout de suite aller chercher des solutions trésor ? Est-ce qu'il faut aller chercher des financements? Alors là, notre recommandation, c'est oui, aller chercher des financements. Alors, peut-être pas tout de suite. Enfin, si vous avez un peu de marge, vous pouvez peut-être attendre 2 semaines, 2 semaines à 1 mois. 1 mois si vous êtes sur des cycles vraiment très longs. Le prêt garanti par l'État dont on parlait tout à l'heure est valable jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous pouvez faire la demande jusqu'à la fin de l'année. Après, mieux vaut ne pas trop tarder. Un élément qui est vraiment à prendre en compte, je parlais de crise sanitaire, de crise économique. Il y a une troisième crise qui risque d'être liée à ça, c'est une crise du financement. Une des choses qui est anticipée par Sequoia, c'est un des plus grands fonds VC mondiaux, c'est que il risque à la crise économique va suivre une crise du financement, et notamment pour les startups, avec des levées de fonds qui risquent d'être compliquées, voire très compliquées dans les 12-18 prochains mois. Donc, notre recommandation là-dessus, c'est oui, si vous avez la possibilité d'aller chercher du financement tout de suite de trésorerie, même si vous n'êtes pas dans le rouge tout de suite, mieux vaut le faire. Et encore une fois, le prêt garanti par l'État, c'est 1 an sans avoir d'échéance à payer. Et ensuite, possibilité d'échelonner le remboursement du prêt sur 4-5 ans. Donc, on vous recommande vraiment d'accéder à ce financement. Super, très utile. Ça valait le coup de le répéter, je pense, pour toutes les startups qui vous écoutent. Une deuxième question de Justine. Est-ce qu'il est judicieux de déplacer l'URSSAF puisqu'il faudra ensuite les payer sur les 2 mois qui suivent la sortie de la crise? Alors là-dessus, ouais, c'est ce que Sébastien disait tout à l'heure. Pour le moment, on n'a pas encore la visibilité complète
sur le temps de remboursement, mais l'idée, c'est que ça pourrait s'étaler sur beaucoup plus que les 2 mois, que sur 2 mois, 6 mois, peut-être même des années. Donc, ça peut valoir le coup quand même de décaler ce paiement-là, parce qu'au pire, il faudra le payer rapidement, mais avec un peu de chance, le payer sur une durée beaucoup plus longue avec l'URSSAF, et donc du coup, étaler vraiment et se donner plus une bouffée d'oxygène au niveau trésorerie. Voilà, en complément de la réponse de Justine, c'est dans tous les cas, vous n'aurez pas de pénalité si vous remboursez sous 3 mois. Et ce qu'on pense, c'est que ça pourra être partiellement rééchelonné. Enfin, vu l'ampleur des choses, ça pourrait être rééchelonné. Donc, toutes les actions que vous pouvez mettre en place en termes de trésorerie, dans la mesure où elles pénalisent personne, enfin, essayez de les activer. Certes, il faudra le repayer, mais la probabilité pour que votre trésorerie soit à mal encore plus aujourd'hui qu'à la fin de la période de confinement est plus élevée. Donc, autant ne pas prendre de risques, espérer que la reprise, le redémarrage se fasse dans un horizon assez rapide, 3 mois, 4 mois, 6 mois, et du coup de reporter les échéances au moment où le redémarrage pourra s'effectuer pour vous et donc vous aurez des revenus. C'est assez mathématique. Super, bah merci beaucoup à tous les trois. Une autre question sur la trésorerie, plutôt sur le prêt de trésorerie avec la banque et garantie BPI. On parlait tout à l'heure des boîtes qui sont en recherche et développement. En fait, là, on se rend compte que, notamment suivant vos conseils, on va avoir beaucoup de startups qui vont demander des prêts de trésorerie et en sollicitant également la BPI. À votre avis, quels seront les éléments qui donneront envie aux banques de recourir à ces demandes, notamment par exemple pour des startups qui ont une situation saine et une bonne trésorerie qui est dédiée à leurs investissements? Est-ce qu'elles sont vraiment éligibles à un prêt de trésorerie et est-ce qu'elles ne vont pas passer en dernière dans la liste? Alors aujourd'hui, normalement, les banques ont conscience du fait que la crise va durer dans le temps. Et la FBF, donc la Fédération bancaire, a insisté sur le fait que c'était un prêt qui était accessible de manière assez peu restrictive. Donc normalement, le fait d'avoir de la trésorerie, ça doit plutôt jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Ceux qui pourraient avoir plus de difficultés pour accéder à ces prêts de trésorerie, c'est plutôt les entreprises qui sont déjà en difficulté, qui ont déjà eu du mal à rembourser leurs prêts précédents. C'est plutôt là où ça risque d'être compliqué. Ok, donc si on est effectivement un bon client et qu'on a une trésorerie saine, en fait, ça ne nous enlève pas des chances d'avoir un prêt de trésorerie, c'est plutôt avantageux. Voilà. Après, c'est peut-être en termes de délai, par contre. Pardon, Sébastien. Mais c'est en termes de délai. Hein, ils ont en effet indiqué que les demandes les plus urgentes allaient être traitées en premier. Donc, le délai sera peut-être un petit peu plus long. Mais du coup, d'autant plus prévoir déjà la chose avant d'être en difficulté. Sera juste traité un petit peu plus longuement qu'une demande très urgente d'une autre entreprise. Ok, tu voulais ajouter quelque chose, Non, Sébastien? c'était le même point. Merci, Justine. Super. On a une autre question de Élise qui demande si vous avez davantage d'éléments sur le fonds de solidarité, si vous pourriez en présenter les options. Alors, le fonds de solidarité, ce qui avait été présenté, donc c'est à la fois l'État et les régions qui vont le financer, mais aussi soutenu par des entreprises qui peuvent être privées. Il y a d'ailleurs des assurances qui ont déjà contribué de façon assez importante à ce fonds-là. L'idée, c'est de soutenir les toutes petites entreprises qui sont les plus impactées par une prime de 1 500 € qui sera éventuellement renouvelable en fonction des différents mois. Pour le moment, la demande, elle peut être faite, enfin, elle ne peut pas encore être faite. Ce sera début avril que sur la DGFiP, enfin sur le site de la DGFiP, il y aura un formulaire disponible. L'idée étant d'aider principalement donc les entreprises ayant subi une fermeture sanitaire, donc qui ont vraiment dû complètement cesser leur activité, ou alors les entreprises qui ont eu une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à mars 2019 de plus de 70% et qui, elles, ont plus de du coup 12 mois d'existence. Donc là, on se situe vraiment sur la notion de… et c'est également, les autres conditions, c'est d'avoir moins de 1 million de chiffre d'affaires.
Donc, on parle de petites structures qui ont vraiment été heurtées de plein fouet par la crise. Super, merci beaucoup Justine. On a une autre question de Justine Ipuma qui demande si en recourant à ces prêts de trésorerie, on n'est pas en train de considérer la dette comme de la trésorerie et en train d'augmenter de façon trop forte la dette. Dans leur cas, par exemple, ils ont d'ores et déjà 2 prêts bancaires et PAI, BPI en France. Donc, ils se posent cette question d'avoir recours à un prêt de trésorerie supplémentaire. Alors, par rapport à cette question, oui, ça augmente effectivement l'endettement et derrière, ce sera à prévoir, à gérer, à gérer par la suite. Mais c'est aussi une très bonne manière d'améliorer sa trésorerie. De manière assez pragmatique, ce prêt garanti par l'État, moi, la seule chose que je vois, première chose, c'est il faut bien être conscient que c'est un prêt et c'est pas une subvention. Donc ça, c'est effectivement bien avoir en tête. Ça veut dire que c'est des montants qui devront être remboursés et qui ne doivent pas être dépensés sans retour sur investissement pour permettre ce remboursement. Mais donc ça, si cette entreprise a déjà plusieurs prêts, elle le sait très, très, très probablement. De manière assez concrète, le risque à être trop endetté, c'est de ne pas de demain avoir des difficultés à rembourser les échéances, et deux, le deuxième risque, c'est qu'en étant trop endetté, ça peut limiter la capacité à accéder à d'autres prêts ultérieurement. Donc, il faut effectivement bien regarder les capacités, si on est sur des cycles très longs là, de R&D, à être capable de faire des remboursements donc, dans un an, par exemple, ou après étaler dans le temps. Et encore une fois, c'est des conditions qui sont tellement avantageuses que vous aurez du mal à avoir des choses plus avantageuses dans les prochains mois, avec un an de différé, un taux très faible et ensuite un étalement possible jusqu'à 5 ans. Donc la question, c'est je crois que la réflexion à avoir, c'est si vous en avez besoin en termes de trésorerie, alors demandez ces financements. Si par contre vous pouvez vous en passer, dans ce cas-là, vous pourriez même éviter, mais soyez sûr de vos prévisions. Autrement dit, peut-être une autre manière de dire la chose, c'est est-ce que l'arbitrage, c'est les contraintes que supposeront un endettement fort versus je survis à la crise, donc je ne meurs pas. Et là, effectivement, c'est à la discrétion de chacun en fonction de son niveau de trésorerie actuel de dire oui, c'est contraignant, mais finalement, ai-je une autre option pour passer un cap qui peut me coûter la vie à ma boîte. Donc, c'est, je pense, à la discrétion de chacun en fonction de l'impact que revêt la crise sur sa trésorerie. Et peut-être, dernier élément de réponse par rapport à ça, une des manières de répondre à cette question, c'est aussi de se dire, là, on a l'objet de ce webinaire, c'est de montrer les prévisions de trésorerie en situation de crise à court terme, vraiment au niveau de la trésorerie. Il y a une autre manière, pour répondre à cette question, il y a une autre manière de voir les choses, c'est refaites tourner votre business plan, votre plan de trésorerie à moyen long terme, à horizon, donc si on est sur des cycles longs, à horizon de plusieurs années. Et dans ce nouveau plan de trésorerie, dans ce nouveau BP, essayez de stresser vos hypothèses de financement. Partez du principe que vous ne parviendrez pas à vous refinancer sous 18-24 mois. Et dans ces conditions, voyez si vous avez besoin ou non d'un nouveau financement. Si oui, ça peut valoir le coup d'y avoir recours, quitte à le demander au deuxième semestre, quoi. Ok, très clair. Effectivement, du coup, c'est un arbitrage à la discrétion de chaque startup. On a aussi une question de Jean-Philippe Delgado qui demande quelle est votre vision sur les business avec les collectivités, régions, départements et métropoles. Est-ce que le ralentissement sera de la même ampleur que sur le privé selon vous? Alors, je crois que c'est difficile de répondre parce que la question est encore un peu large au sein des Secteur qui va être public. secteur public. Quelqu'un qui travaille avec les hôpitaux, ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui travaille avec les crèches ou etc. Donc à l'intérieur, il va falloir voir. Peut-être que pour donner quelques éléments génériques, il a été demandé, le gouvernement a demandé donc
aux différents acteurs du secteur public, mais aussi aux grands groupes de payer rapidement, de ne pas faire jouer abusivement sur les délais de paiement. Donc, c'est plutôt un impact à la trésorerie à court terme. Deuxièmement, deuxième point, si jamais vous avez des difficultés à livrer vos projets au secteur public, vous faites un projet de développement logiciel que vous deviez livrer, mettons, mi-avril, et à cause de la crise sanitaire, vos développeurs sont plus disponibles, vous allez prendre du retard. Si vous livrez vos projets plus tard, vous ne subirez pas de pénalité financière. Donc, bon, ça, c'est des actions concrètes qui ont été mises en place. Sur la partie plutôt business, moyen, long terme, encore une fois, ça va être au cas par cas. Mais ça, c'est simplement notre point de vue là-dessus. Je pense l'impact sera peut-être plus faible, voire même positif. Ce qui est possible, ce qui est probable selon nous, c'est que à l'issue de la crise sanitaire, pour relancer l'économie, qu'il y ait un plan de relance qui se traduise par des investissements publics qui soient importants et dont toute l'économie pourra bénéficier indirectement. C'est des choses qui mettront très longtemps à se mettre en place. Donc, moi, je ne tablerai pas trop dessus d'un point de vue trésorerie à court terme, en tout cas. Ok, très clair. Encore une fois, on a une question de Laurent Drège qui demande à propos des entreprises qui sont en création, donc pas de chiffre d'affaires en 2019 et a priori pas d'employés en 2020, et qui prévoient des difficultés de trésorerie à venir, comment est-ce qu'on peut calculer le prêt de trésorerie BPI? Là-dessus, sauf erreur, ce sera du coup plutôt d'autres modalités d'aide. Je crois que ce dispositif-là, il ne va pas rentrer, Plutôt fonds de rentrer dans ce solidarité. cadre-là. Et même le fonds de solidarité, dans les cas où il n'y a vraiment pas du tout pour les entreprises en création récente, sans chiffre d'affaires, les règles n'ont pas été encore suffisamment éclaircies. Dis-moi, Justine, si je me trompe, mais c'est un peu une zone grise à ce stade. Pour moi, ouais, pour le fonds de solidarité, ce serait que si on est dans le cas d'une fermeture sanitaire, ou en tout cas voilà, dans le tourisme ou la restauration ou autre. Donc là non plus, ça ne va pas rentrer dans le bon cadre. Je pense qu'il faut chercher encore d'autres dispositifs sur de la création comme ça. Ce ne sera pas les principaux. Ok. On a pas mal de questions sur l'activité partielle et le chômage partiel. Je vous rappelle juste qu'on a un webinaire dédié à ce sujet qui arrive bientôt, et un déjà diffusé sur notre chaîne Le Village by CA sur YouTube. Mais je vous pose la question quand même, Sébastien, Clément et Justine, est-ce que vous avez des retours ou des échos sur la durée d'examen des dossiers de chômage partiel et le quid des salaires de mars? Comment est-ce qu'on peut envisager ça dans sa trésorerie? Alors là-dessus, on a eu pas mal d'échos. Les choses ont beaucoup bougé. Donc chaque jour, il y a des nouveautés. Il y a une ordonnance qui est passée donc cette nuit. Donc voilà, c'est encore tout récent. Première chose, c'est que pour pouvoir faire le processus pour accéder au dispositif de chômage partiel, c'est premièrement, il faut se créer un compte. Il faut se créer un compte en ligne. Et déjà, cette création de compte en ligne qui est censée être une formalité, aujourd'hui, compte tenu de la masse de demandes, du volume de demandes, on a des retours qui nous indiquent que ça peut prendre plusieurs jours, voire même se compter en semaines pour pouvoir vous créer le compte. Vous allez vous créer un compte sur une plateforme. Déjà, elle était down pendant presque une semaine, et lorsque vous parvenez à faire votre demande, vous allez recevoir, ça va prendre potentiellement une semaine, voire plus, pour recevoir votre mot de passe et votre accès en ligne. Donc, première chose, pouvoir créer son compte en ligne. Deuxième chose, une fois que le compte est créé, il faut faire une demande qui est motivée. Et c'est là où il y a une nouveauté, c'est que lorsque vous faites votre demande, une fois que la demande est posée, si sous 48 heures, vous n'avez pas de réponse, une absence de réponse vaut acceptation tacite de la demande. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes éligible au chômage partiel, et lors des payes que vous ferez en fin de mois, vous pourrez déclarer le nombre d'heures chômées. Attention,
a posteriori, et ça le ministre des Comptes publics a bien insisté là-dessus, a posteriori, il y aura des contrôles. Donc vous portez quand même un risque, vous avez un risque à la fois sur le remboursement des heures chômées et potentiellement d'éventuels redressements si jamais la demande a été effectuée à tort. Et du coup, vient la question de qu'est-ce que c'est qu'une demande qui est effectuée à tort. Ce qu'on sait, c'est que lorsque vous avez une fermeture sanitaire, vous êtes sûr d'être éligible. Par contre, si jamais il n'y a pas de fermeture sanitaire, c'est simplement une baisse d'activité. Là-dessus, c'est une zone qui est un peu plus floue. Et on a déjà eu des cas notamment sur le Slack, sur la communauté, de gens qui ont eu un refus de cette demande de chômage partiel pour des raisons, parce que la baisse d'activité ne justifiait pas de mettre les gens en chômage partiel dans la mesure où ils pouvaient travailler. Donc c'est une mesure qui est aujourd'hui un petit peu plus floue à utiliser entre guillemets en dernier recours et en tout cas à ne pas, il faut pas que ce soit considéré comme un effet d'aubaine par le gouvernement. Super, bah, merci infiniment à tous les trois. On a encore quelques questions en suspens, mais on vous a transmis sur le chat un lien pour être mis en relation avec Clément, Sébastien et Justine. Et du coup, je laisse la parole à Audrey pour conclure ce webinaire. Merci encore énormément pour ces réponses très claires. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire et encore merci à Clément, Sébastien et Justine. On se retrouve tous à 14 h demain pour un webinaire sur la communication en temps de crise avec une experte venue du Luxembourg. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dès 14 h sur le lien qu'on vous enverra au plus vite. Et on se retrouve donc tous demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Pour republier le lien pour être mis en relation avec les experts d'aujourd'hui si vous souhaitez le remplir. Il est sur l'onglet Converser. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.